suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Raphaël. Donc Stéphanie Demain, tu nous reçois depuis Bali. Tu es le premier épisode qu'on va faire en Indonésie sur le podcast Sésame Asie. On a déjà fait la Malaisie, Singapour, mais pas encore l'Indonésie. Tu fais partie un peu de moi, comme et de nombreux invités de cette diaspora qui a commencé sa carrière en Chine avant d'essaimer dans toute la région. Tu vas nous raconter ton parcours qui est très original. Tu as passé de nombreuses années en Chine à vendre des jets privés chez Dassault, avant de faire un revirement de carrière total et d'ouvrir un hôtel à Bali qui s'appelle le White Palm Hotel. Mais pour commencer, je vais te demander de te présenter brièvement, Stéphanie, s'il te plaît. Ok, super Raphaël. Écoute, je suis super excitée de faire ce podcast avec toi, c'est génial. Donc je m'appelle Stéphanie, je suis française. C'est ce qu'on dit au début, après les gens parfois changent d'avis. Mais... Ah bon? Mais c'est bien de commencer avec le sourire, vas-y, parfait. Alors je te dirai, on verra jusqu'à la fin. Donc je m'appelle Stéphanie, je suis française, je suis moitié hollandaise. Je suis née à Cannes, dans la French Riviera, et ça fait 14 ans que je suis en Asie maintenant. Ça rajeunit pas. Et donc effectivement, j'ai ouvert un hôtel à White Palm en juillet 2018. Et donc c'est un petit éco boutique hôtel de 8 chambres. On est à 2 minutes à pied de la plage de Balangan. Donc c'est dans le sud de Bali, entre Jimbaran et Uluwatu pour ceux qui connaissent. Et voilà. Et donc juste la avant, petite péninsule, c'est vraiment l'extrême sud. Tu m'expliquais, il y a une petite péninsule tout au sud de Bali et c'est là que tu te trouves. Exactement, la presqu'île. Okay. La presqu'île, ouais. Exactement, ouais. Et donc du coup, voilà, j'ai décidé de m'installer ici, contrairement aux autres endroits comme Canggu, Seminyak ou Ubud qui sont très populaires. Là, on est encore dans l'ancien Bali, mais ça commence à devenir très populaire aussi. Mm-hmm. Voilà. Ok, très donc, bien. Ouais. Et donc avant, oui, effectivement, j'ai passé 10 ans en Chine et j'ai travaillé pendant 8 ans dans le marketing et la vente de jets privés en Asie pour Dassault. Voilà. D'accord, donc un parcours tout à fait logique. Voilà, exactement. Mais tu vas nous raconter quoi. L'hôtel, t'as construit l'hôtel, etc. Enfin, j'imagine que ça a été une sacrée aventure. Mais on va faire les choses dans l'ordre. Donc vas-y, le début en Chine. Déjà, pourquoi la Chine quoi? Comment est-ce que t'es arrivé en Chine Alors. Je pense qu'en fait, il faut commencer. Faut remonter en 2005. Je suis partie, j'avais 17 ans, je suis partie toute seule pour apprendre le chinois après mon baccalauréat là. Et j'ai atterri à l'université de Tsinghua, qui est, coup de chance, la meilleure école en Chine. Donc, effectivement, oui. Donc voilà, j'ai appris le chinois là-bas. Enfin, j'ai surtout appris à négocier au Silk Market et à Yashou. Pour ceux qui connaissent, ça existe plus vraiment, mais bon, c'est des marchés chinois, donc c'était assez rigolo. Je repense aussi souvent avec nostalgie à mes négociations acharnées en Chine où pour quelques euros, je passais des heures. C'est vrai qu'on a grandi à bonne école, je pense. Exactement, ouais. Donc du coup, ça a pas mal aidé de savoir négocier. Et donc après, j'ai décidé de faire des études parce que j'avais 17 ans, j'avais rien, aucun background. 17 ans, c'est super jeune. Enfin, on est nombreux à être arrivés en Chine, je sais pas, à 20, 25 ans, mais 17 ans comme ça, quoi. Qu'est-ce qui t'a pris, quoi? T'étais déjà passionné par la Chine, par l'Asie? Alors, pas du tout. En fait, un jour, je me suis réveillée. Je savais pas du tout quoi faire après mon bac et j'étais un peu paumée. Et puis, on parlait beaucoup de la Chine, si tu veux, à la télé. Ouais, dans les médias à l'époque. Bon, on est de la même génération, en gros, quoi. Ouais, c'était le début de la Chine. Enfin, ils appelaient ça début. Le Zhongguo de Jieti, on dit en chinois, là, l'explosion de la Chine, quoi. La Chine s'imposait sur la scène internationale, quoi. Donc, ouais, exactement. Et donc, du coup, quand je parlais hollandais, français, anglais, je me suis dit, écoute, pourquoi pas une autre langue. Et un jour, j'ai annoncé ça à mes parents qui sont tombés. Enfin non, mais mon père m'avait pas mal poussé aussi. Et mon père m'a accompagnée une semaine. Et puis on a trouvé
j'avais l'école, enfin j'avais rien, hein, j'avais pas d'école, j'avais rien, pas d'appart. On connaissait une personne qui était l'ami d'un ami d'un ami d'un ami, donc qu'on connaissait pas du tout. Et puis voilà, je suis restée 1 an. D'accord, Mais bon. ok. Donc, Et du coup, j'ai j'imagine rencontré. à l'époque. Ouais, vas-y. Enfin, j'imagine que là, t'as dû prendre une claque, quoi. 17 ans toute seule en Chine. Enfin, c'était une super Ah ouais. expérience, quoi. Ouais, ça a été une grosse claque. Bah du coup, ça m'a fait vachement mûrir très rapidement et prendre mes responsabilités très rapidement aussi. Donc j'ai décidé. En fait, je rencontrais que des entrepreneurs, que des gens hyper intéressants, et je me trouvais complètement débile à côté d'eux. Et je me suis dit bon là, il faut que je rentre, faut que je fasse quelque chose. Et je suis rentrée en France pour faire une école de commerce. Mais avec toujours, en fait, j'ai essayé de garder, tu vois, ce lien avec la Chine. Et donc j'ai trouvé une école qui avait en fait un lien avec Chengdu. Donc je suis partie à Chengdu pour faire mes études. Et j'ai suivi, j'ai voulu rester en Chine en fait, faire un stage non obligatoire, et j'ai trouvé un stage dans la World Luxury Association. Donc c'est une association qui n'existe plus malheureusement, mais bon c'est vraiment à l'époque, si tu veux, de l'émergence du luxe en Chine, où les Chinois savaient pas comment dépenser leur argent, qui sont devenus très riches rapidement. Et donc du coup, cette association avait pour but de mettre en contact les riches chinois, donc les Rich Han Network Individuals, avec toutes les marques de luxe. Donc du coup, on organisait des événements. Il y avait un magazine aussi où on les éduquait un petit peu sur le luxe, quoi acheter, quoi faire, etc. Et donc du coup, c'était assez marrant, mais c'était à l'époque quoi, parce que quand on en parle aujourd'hui, ça devient lunaire. Mais On parlait beaucoup donc, quoi aussi d'apprendre les bonnes manières, ce genre de choses. Je sais pas, exactement, ouais. exactement. Ouais, c'était vraiment au tout début. On avait, moi je me rappelle, il y avait Je vais être méchant, mais j'ai Chinois. l'impression que les choses ont changé, mais il reste un peu du travail. Enfin, quand je vois des couples de Chinois à l'aéroport habillés en Louis Vuitton de la tête aux pieds, tu sais, avec 10 logos qui clignotent, tu te dis que après Ouais, tant mieux pour l'économie française, quoi. Mais bon, c'est exactement. Bon après, je pense que c'est autre chose là. C'est le besoin de reconnaissance et l'ego peut-être qui rentre en jeu. Mais peut-être qu'il y a encore du travail, mais je me rappelle qu'il y avait encore, il y avait des consultantes qui venaient pour expliquer comment se tenir à table, comment utiliser les 5 couverts à droite et à gauche. Enfin, tu vois, c'était, des choses tu qu'on vois, sait même pas forcément nous-mêmes, quoi. Et oui, exactement. Et donc du coup, si tu veux, c'était assez rigolo cette époque de Chine où en fait, quand on voit la différence et l'évolution qu'il y a eu en si peu de temps, c'est quand même dingue quoi. Il y a que la Chine pour pouvoir faire ça. Donc voilà. Donc du coup, c'était assez rigolo d'avoir cette expérience avec. Enfin, en fait, je rentrais dans le monde du luxe, même si je suis née un petit peu là-dedans avec Cannes, le film festival, etc. Mais bon, l'avantage c'est que j'ai jamais été impressionnée par l'argent, donc ça a vraiment été en fait un gros atout pour ma carrière et pour tout le reste de mes aventures en Chine. Donc du coup j'étais en contact avec toutes les marques de luxe en Chine et donc du coup j'ai envoyé mon CV à toutes ces marques pour trouver un stage longue durée. Donc ça c'était Donc là, on est vers 2010, quoi. 2010 à Pékin. J'étais aussi là-bas à l'époque, hein. C'était juste après les JO. voilà, c'était juste On s'est après. peut-être croisés, qu'on a des amis en commun. Enfin, je viens On d'avoir a beaucoup d'amis en commun. Alexis Bonhomme aussi sur le. Ah oui. Bah, je crois que c'est les mêmes Alexis connexions, hein. Bonhomme. C'est aussi des connexions avec Hassen, qui était le premier épisode de mon podcast. Enfin, le réseau se Ah, tisse, quoi. C'est marrant. exactement. On a dû tous se croiser sans le savoir Ouais, à voilà, c'est l'époque. ça. Olivier de Saint-Jean, Pascal Gentil. Ouais, On a, ah ouais, c'est le même groupe. exactement. Et donc, Donc tu cherchais un travail. Et donc est-ce qu'il y a un lien entre l'industrie du luxe et Dassault, la vente de jets, qui est quelque part, on s'adresse aussi à des clients très fortunés. C'est un peu ça la logique. alors normalement Je non, saute les parce étapes, que hein, je sais pas, excuse-moi, vas-y. non, mais t'as raison, c'est une très très bonne question. Normalement non, parce qu'un jet privé c'est fait c'est un outil de business, donc ça. C'est considéré pour une personne externe comme un outil de luxe parce qu'effectivement c'est un objet qui est très cher à l'achat.
Mais les personnes à qui on s'adresse, c'est souvent des entreprises ou c'est des businessmen, donc qui ont besoin de gagner du temps. Donc du coup, voilà, c'est vrai, c'est pas vraiment en fait vu. Donc c'est pas forcément le milliardaire chinois comme on l'imagine, quoi. Ça peut être une entreprise, un peu plus du business, un peu plus normal entre Alors guillemets. si quand même, c'est c'est la multinationale derrière le milliardaire chinois en fait. D'accord. Voilà. Ok. Donc du coup, il l'utilise normalement. Il est censé l'utiliser pour faire du business. Sauf qu'en Chine, effectivement, c'était utilisé d'une autre manière. Et il y avait un aspect très luxe qu'il fallait communiquer. Et donc c'est pour ça que mon profil a intéressé mes patrons et qui se sont dit bah écoute, elle a de l'expérience dans le milieu du luxe, elle parle chinois. Allez, on la prend en stage. Et en fait, j'étais prise dans plusieurs boîtes et j'ai choisi Dassault. Je me suis dit, boîte française quand même, super. Et donc, du coup, j'ai commencé par m'occuper du marketing, de l'événementiel et de la communication pour Dassault sur toute la Chine. Donc, c'est quand même dingue, si tu veux, en stage, d'avoir autant de responsabilités. Donc, on m'a donné tout de suite beaucoup d'autonomie, de liberté dans mon travail. C'était vraiment une chance. C'était assez incroyable. Et j'ai évolué vraiment rapidement, ce qui aurait été impossible en France d'évoluer aussi vite. Et donc du coup, on m'a donné tout de suite beaucoup de responsabilités et donc je représentais à l'époque, du coup, il y avait 3 départements. En fait, je représentais 3 départements en France. C'est-à-dire que comme je m'occupais du marketing, il y avait un département marketing. Je m'occupais de la communication, il y avait un département aussi communication, relations publiques, et puis un département pour l'événementiel aussi. Et donc chaque département, ils avaient 5 à 15 personnes. Et bon, moi je m'occupais de tout. Et puis, j'avais un rythme de malade, mais j'adorais, j'étais passionnée. C'était vraiment génial. J'apprenais tous les jours quelque chose de nouveau parce que je connaissais pas du tout. J'avais pas un background d'ingénieur, quoi. Donc j'y connaissais rien, moi, aux avions, la technique. Je connaissais vraiment rien. Moi, je savais comment faire du marketing, comment promouvoir, comment parler luxe et parler aux Chinois, mais le reste, le produit, je le connaissais pas. Donc j'ai tellement appris. C'était quoi le produit donc il y a quoi il y a une gamme de jets et c'est quoi Alors, la il y a une grandeur gamme, des prix en fait ou de la distance que ça peut parcourir, le nombre de passagers, tu peux nous définir un peu le produit? Eh ben en fait, si tu veux, on avait plusieurs gammes. On avait ça part du 2000S, c'est des Falcon, donc c'est des jets privés long range et donc ça nous parlait. Enfin, pardon. Donc ça partait du 2000S, on avait le 2000LX, on avait jusqu'au 8X, donc là qui est le long range, donc ça peut faire un Pékin-New York. Pour te donner une idée en termes de range, donc c'est quand même donc du long des courrier, beaux quoi. avions. Ouais. Voilà, des beaux avions avec environ entre 12 à 14 personnes, voire 16 personnes en configuration VIP. Donc on était sur des beaux engins, quoi. Et donc Dassault utilise la technologie militaire, donc des Rafales, et l'utilise en fait dans ses Falcons, dans ses jets privés. Je savais pas, quoi. Donc c'est en gros les mêmes moteurs, j'imagine. Alors non, parce non, peut-être pas, non, je dis des bêtises. En le disant, je suis peut-être pas, je sais pas. Non, pas forcément, mais par contre, en termes de technologie, sur le side stick, etc., sur les techniques de pilotage, enfin, je veux pas rentrer dans les détails parce que c'est assez technique, mais on utilise la technologie militaire, donc la technologie de pointe pour les jets privés. Donc c'est vrai que ça nous amène un énorme avantage. Et voilà, donc. D'accord. Et ça coûte combien, grosso modo, un jet? C'est quoi l'ordre de grandeur? Je peux pas le dire. D'accord. Ah, parce qu'il y a non, mais après, il y a des informations qu'on peut trouver sur Internet. Quand j'ai vu passer Oui. Il parlait d'un deal où je crois c'était en Chine, justement, de Dassault, où je crois que c'était de l'ordre de 50 millions pièces. Après, j'imagine que ça peut varier beaucoup d'un modèle à l'autre. Et après, il y a tout un marché du seconde main. Donc, toi, tu vendais du neuf, mais récemment, j'étais en contact avec un broker. Et donc, il y a du pre-owned aussi. Du quoi, tu dis? Pre-owned, c'est d'occasion aussi. Ce que je disais du second main, d'accord. Mais toi, forcément, tu étais la marque, donc tu étais du neuf, quoi, c'est ça? Alors, oui, et aussi, on récupérait souvent ce qui pouvait se passer, c'est que
à partir du moment où on approchait un client qui était déjà client Falcon et qui voulait upgrader par exemple son avion, souvent on pouvait lui reprendre son avion et lui vendre à nouveau. Donc du coup, on avait aussi du pre-own. On avait aussi des avions d'occasion qu'on pouvait revendre et qui étaient disponibles tout de suite. Voilà. Donc voilà. Et c'est un produit qu'imagine, on vend en avion, mais après en termes de maintenance, etc. Non, alors au début en Chine, c'était un vrai problème. Ouais, les pièces de rechange, j'imagine. Après, je sais pas qui fait la maintenance. Oui, voilà. Alors justement, Dassault a monté un customer service. En fait, là, c'était à l'époque, c'était très compliqué parce que il y en avait pas. Et le problème, c'est que je me rappelle, le management ne croyait pas du tout en la Chine. Donc, j'avais vraiment l'impression de travailler pour une PME, en fait. Ils croyaient pas dans la Chine, quoi. Ils pensaient pas que ça allait se développer. Ils pensaient qu'il n'y a pas de marché. C'était quoi là? Oui, ils pensaient pas, ils y croyaient pas, ils pensaient que ça allait pas marcher, que peut-être qu'ils allaient pas, enfin bref, ils y croyaient pas. D'accord. Bon. Et en fait, c'est mon patron Jean-Michel Jacob qui m'a vraiment inspiré, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est lui qui a poussé et il a tout fait en fait pour venir en Chine et il a vraiment eu raison quoi. Mais j'avais vraiment l'impression d'être dans une PME, mais même mon premier entretien d'embauche, je disais mais est-ce que c'est vraiment Dassault? C'est pas une copie de Dassault? Enfin, je savais plus si c'était parce qu'en fait il y avait lui, mon patron, et un vendeur et moi. Donc on était trois. Et on passait nos vies dans les avions. On avait tellement besoin de pouvoir partout. On avait une équipe tellement petite. Et donc du coup, je me rappelle, un jour mon patron il me dit, écoute, il faut que tu ailles assister à un déjeuner à Paris. Vas-y. Donc, je prends l'avion, j'atterris le matin à Paris, puis le soir, je repartais sur la Chine. Donc, j'ai passé moins de 12 heures sur le territoire pour assister à un déjeuner, quoi. Donc, c'était quand même particulier, quoi. C'est assez particulier, ouais. J'avais un rythme de dingue et ces fameux clients, donc t'avais quand même parfois des rendez-vous avec ces milliardaires chinois. Est-ce qu'il y a des, je sais pas. Oui. Et je pense que ça peut être, du peu que j'ai pu en apercevoir, je pense que parfois des caractères assez particuliers, quoi. Parfois des gens qui sortaient un peu de nulle part sans éducation, qui sont multimilliardaires. Non, comment? Alors oui, parce que. Il y a de tout, je dis pas tous, mais parfois ça arrive, quoi. Ça arrivait, quoi. Alors oui, effectivement, si tu veux, ils sont le profil des clients chinois sont. En fait, si tu veux, il y a eu énormément de Chinois qui sont devenus très riches très rapidement. Et non seulement ils sont devenus riches, mais en plus ils étaient très très jeunes, parce que la Chine c'est quand même le pays qui recense le plus de jeunes milliardaires au monde. Donc c'est assez dingue. Moi je me rappelle un jour, là, à cette époque-là, j'étais passée à la vente et je me rappelle, je devais partir je crois que c'était à Hangzhou, je sais plus. Et donc j'arrive à Hangzhou et j'attends mon client et là je vois un petit jeune qui se présente et puis je dis ok bonjour, j'attends ton père, comment ça se passe? Tiens-toi bien, il avait 17 ans. 17 ans? 17 ans. D'accord. Et donc c'était donc à 17 ans, il voulait acheter un jet privé et puis nous demander d'installer une PlayStation ou une Xbox si tu veux dans son avion. Et si tu veux, quand on a des demandes un petit peu, alors ça peut paraître normal, ça peut paraître logique, mais si tu veux dans un avion, en fait, comme il faut passer le test du feu, le test du crash, tu veux, faut vraiment, tout est compliqué si tu veux de rajouter. C'est pas que c'est possible, mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup de recherche pour simplement même une PlayStation, si tu veux connecter. C'est pas évident, quoi. T'as pas une télé où tu la branches. C'est pas aussi simple que ça en fait, parce que la télé elle est à l'intérieur du panel et que, si tu veux, donc c'est vrai que les éthiques en France elles avaient, bon ça c'est vraiment un exemple très simple, je veux dire ça c'était possible, c'était faisable, mais je peux pas tout dévoiler, mais par exemple on sent que tu te retiens de raconter des choses. Non, mais par exemple, on avait des demandes beaucoup d'intérieur en or, etc. D'accord. C'est un peu ce que tu disais, que tu étais sur un marché un peu différent, moins business qu'en Occident, et voilà, c'était un peu un objet de statut, et donc avec une customisation un peu
Un peu spécial. Voilà, donc on avait aussi des demandes un petit peu farfelues, mais en gros, si tu veux, c'est tout simplement parce qu'ils n'étaient pas encore vraiment éduqués, si tu veux. C'est que tu vois, je me rappelle mon premier salon aéronautique à Shanghai. Donc là, j'accueille un groupe de prospects, et donc là, il y a ils arrivent en groupe parce que tu sais, les Chinois, ils se déplacent tous en groupe et on sait jamais vraiment à qui on s'adresse. On sait jamais qui est vraiment le décisionnaire final. Donc, faut essayer d'attraper les cartes de visite, quoi. Mais si ça pas, oui, à si c'est pas demain. fait, Puis, parfois tu navigues un peu à vue, quoi. exactement, mais même, si tu veux, les cartes de visite, elles disent pas grand-chose souvent, ou soit Mhm. ils en ont pas. Donc tu sais jamais vraiment à qui tu parles, et donc je me rappelle faire la présentation de l'avion, la visite. Donc on avait un avion de démo sur le tarmac, si tu veux, pendant ce salon aéronautique, et je vois le prospect qui me dit bon bah ok, c'est bon, j'adore l'avion, comment on fait pour l'acheter, on signe où quoi. et, Est-ce que vous acceptez les et cartes de alors là crédit ou... Et alors là, choquée, donc je vais chercher mon patron et puis je lui dis bah voilà, peut-être qu'on peut leur expliquer comment ça se passe, quoi, parce qu'effectivement faut attendre au Il a moins pas sorti la 1 mallette de an. billets ou... Non, mais enfin, tu vois, c'était vraiment voilà. Enfin, le problème, c'est que les Chinois, ils étaient très impatients. Ils veulent tout de suite. Et donc ils comprenaient pas en fait qu'il fallait attendre au moins 1 an à 2 ans parfois, ou enfin, si tu veux, pour leur faire livrer l'avion, parce que c'était forcément, nous on construit à la demande. Donc ils comprenaient pas ça, et ça a été un vrai problème pour nous au début d'arriver et de pas pouvoir en fait revendre des avions si rapidement que ça, quoi. Enfin, il y Mhm. avait un délai de livraison, mais c'est pareil pour les voitures, pour les Ferrari, pour n'importe quelle industrie luxe, quoi. Même Hermès, si tu veux, il leur faut un délai, quoi. Ouais, non, tout à fait. Donc Ouais, ouais. donc du coup, c'est vrai que c'était un petit peu, enfin, le prospect était subjugué d'entendre ça. Mais bon, ça, je te parle, c'était vraiment en 2011, c'était vraiment au tout début. Maintenant, ça a vraiment changé. Et comment ils Vra- utilisaient les avions, quoi, là, ça me fait penser à... Il y a quelqu'un qui me parlait d'hélicoptères qui étaient vendus en Chine, et d'une anecdote sur une vente d'hélicoptère où le client était vraiment obsédé par la distance que pouvait parcourir l'hélicoptère, et il insistait beaucoup, ça allait être un peu juste. Et par la suite, ils se sont rendus compte qu'en fait, donc ils vendaient ça au gouvernement d'une ville quelque part en Chine, et ils se sont rendus compte qu'en fait, le type, il voulait voir sa maîtresse qui habitait dans un petit village à X kilomètres de la grande ville, et que donc c'était un truc un peu corrompu où le haut officiel achetait un hélicoptère oui. de luxe pour aller rendre visite à sa maîtresse. Est-ce que Bon, tu avais alors maintenant, parfois c'est interdit. des trucs un peu farfelus comme ça ou... Euh, euh, Dans ce que tu peux dire, hein. je peux pas répondre. D'accord, bon, faudra qu'on Non, discute mais un peu oui, en off forcément, pour mais avoir bon, quelques anecdotes sympas. il y a eu, oui, à l'époque, il pouvait y avoir des histoires un petit peu comme ça, mais bon, c'est très rapidement, Xi Jinping a dit stop, on arrête la corruption, et donc effectivement, il y a eu un gros changement en fait en termes de marché, et puis les clients ont changé, et puis enfin, voilà, il y a eu une politique anticorruption qui a été quand même énorme, hein. Nous, ça nous a plus ou moins affecté parce qu'effectivement, au début, les Chinois utilisaient un jet privé en tant qu'outil personnel, comme les yachts par exemple. Les yachts à l'époque, ça marchait le feu de Dieu, et à partir du moment où ils ont implémenté la politique anticorruption, bon bah il n'y a plus d'évolution sur le marché du yacht. Heureusement, le jet privé c'est un outil de business, donc on n'a pas été affecté, mais mais oui, c'était touchy à l'époque, hein. Mhm. Fallait faire vraiment attention. On pouvait pas du tout se marketer en tant qu'objet de luxe. Et donc du coup, forcément, donc il y avait moins de demandes dans ce type-là, où je vais voir la maîtresse, etc. Ah ouais, non, tout à fait, quoi. Et c'est un marché qui s'est Mais organisé comment, grosso modo? Il y a quelques gros acteurs mondiaux. alors oui, tu vois, ça a été très compliqué pour nous d'assaut de rentrer sur le marché, parce qu'on était plus ou moins
n'a pas été les derniers à rentrer sur le marché, mais si tu veux, nos concurrents principaux, ils étaient déjà là et du coup, on a eu beaucoup de mal en fait. On n'a pas arrivé les derniers, donc on a eu du mal à s'implanter. Mais c'est là à partir du moment où je suis arrivée et puis on a commencé à s'adapter au marché chinois parce qu'à l'époque on avait que des brochures ou du contenu en anglais. Donc comme moi je m'occupais du marketing et de la com, etc. Si tu veux, ça a été un de mes rôles de recréer tout en chinois. J'ai tout fait quoi. C'était vraiment, c'est pour ça que j'avais vraiment l'impression de bosser pour une PME parce que il y avait personne, mais il y avait pas grand monde. On était 3, mais avec, si tu veux, quand même des moyens derrière. Donc il y avait tout à faire hein. Et c'est pour ça que c'était passionnant à l'époque. De vendre des trucs aussi chers et aussi complexes avec une petite équipe réduite comme ça, ouais, c'était. Oui, et puis on était, on courait partout. Si tu veux, on n'était pas maître de notre agenda. Je me rappelle, il fallait qu'on soit toujours disponible, quoi, parce que bah du coup il t'appelait et puis c'est là, oh t'es où? Viens me rejoindre, je suis là. Bon, alors tu dis ok, enfin tu vois, tu lâches ce que tu es en train de faire et puis tu vas les rejoindre. Et je me rappelle, j'avais 4 soirées différentes dans la même soirée et il fallait que j'aille à un endroit, un deuxième endroit, un troisième endroit. Puis enfin c'était assez soutenu comme style de vie, mais du coup c'était aussi un inconvénient parce que tu pouvais pas avoir de vie privée, quoi. Ouais, j'imagine. Ouais. Déjà avec tous ces déplacements, etc. Quoi. Et c'était un business aussi où il y a beaucoup d'intermédiaires, des gens qui connaissaient les clients finaux et qu'il fallait travailler, ou c'était beaucoup en direct. Bah, il y avait les deux. D'accord. Les deux, voilà. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est pour l'aventure d'Asso. C'était. Et donc tu as fait ça pendant pas loin de 10 ans, c'est ça? Et Alors 8 ans. Dans 8 ans, et donc dans ta tête, tu avais quoi? Tu avais envie de changement? Enfin, comment ça mûrit à ce projet de Bali? Et alors du coup, en fait, si tu veux, c'est marrant, on en revient encore à un ami commun. Et un jour, j'ai Hassan Taibi, donc c'est le premier interviewé dans ce podcast que tu connais bien, le fameux. Je lui dis récemment il avait l'air d'être le meilleur ami de tous mes invités, quoi. Je sais pas comment il fait pour avoir autant de meilleurs amis, mais. Je l'ai eu au téléphone et il m'a dit oui, il est assez énervé, Raphaël, justement. Il a l'impression d'interviewer tous mes potes. Mais il veut pas me les présenter à la fois. C'est moi qui vais les découvrir un par un, quoi. Il est radin. Il est radin en intro à scène et tu vois, il veut pas me les présenter. C'est moi qui découvre petit à petit tous ses potes. Ah. Alors tu vois, comme quoi le destin. Et oui, donc du coup, Hassan, un jour, il me dit, écoute, on se coachait pas mal, si tu veux, on aimait bien parler, si tu veux, de personnel development, d'entrepreneuriat, etc. Et un jour, il me dit, Hassan est coach aussi, ouais, il aime bien coacher les entrepreneurs. Ouais, il aime bien, ouais. Mais bon, moi, j'étais pas du tout entrepreneuse à l'époque, hein. Je travaillais pour Dassault et c'est tout, hein. Ah oui, mais bon, tu l'es devenue, justement, tu vois. Et je le suis devenue, ouais. Et en fait, c'est un peu grâce à lui parce qu'il m'a dit, lis ce livre. Il m'a conseillé de lire un livre. C'est le 4-Hour Work Week de Tim Ferriss, la semaine de 4 heures. Très, très bon podcast aussi. Tu l'as lu? Ah ouais, génial. J'ai parcouru rapidement, quoi. J'avoue que j'aime beaucoup Tim Ferriss, quoi. Et son podcast, il y a des trucs vraiment sympas. Le livre, j'ai pas totalement accroché, quoi. Peut-être que je suis passé à côté, mais en tout cas, la personnalité est formidable. Dans le livre, il raconte tout ce qu'il a fait. Je crois qu'il a même été star à la télé à Taïwan, où il a fait des arts martiaux. Enfin, il a fait 10 000 trucs différents. Enfin, il est dément, 10 000 trucs différents. Ouais. Et ça m'a vraiment inspiré en fait. Et en fait, ça a révolutionné ma vie. Ce livre a complètement tout changé, quoi. C'est un peu le début de tout, quoi. Et en fait, si tu veux, j'ai commencé à lire le livre et je me suis attardée sur tous les exercices. Je les ai faits et notamment le chronorêve. Je sais pas si tu te rappelles. C'est au début du livre. Et en fait, le principe du chronorêve, j'arrive plus à parler, c'est d'écrire pour une période donnée, donc à 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, enfin comme tu veux, ce que tu veux avoir, ce que tu veux être et ce que tu veux faire dans ta vie. Et là, donc j'ai commencé à le faire et je me suis dit, oh la vache, si je bouge pas,
je vais me réveiller à 40 piges et j'aurais rien fait. En fait, je serais exactement au même stade, quoi. Et je vais regretter de pas avoir fait les choses plus jeune, de pas avoir bougé, et donc du coup, j'étais absolument choquée de ce que je voyais en fait, parce que j'habitais en Chine, mais j'aimais pas la Chine en soi. Enfin, si tu veux, le style de vie, il y avait jamais de soleil. Enfin, moi, je suis du sud de la France, donc j'ai besoin de la plage et de la mer et du soleil. Bon, j'avais tout sauf ça en T'étais dans le Chine. nord de la Chine. Hein. La Chine est grande. Hein. Dans le sud, il y a du soleil. Oui, exactement. Ouais. Moi, j'étais à Pékin et à Shanghai. Mmh. Bon, Shanghai, c'est un peu plus près de un peu plus près de la mer, mais bon, c'était On la voit pas souvent non plus. on la voit pas souvent non plus, voilà. Donc c'est vrai que ça m'a quand même révolutionné tout. Et puis là, je me suis dit bon, là, il faut vraiment que je vois les choses différemment, que je m'organise. Et en fait, mon but, c'était de monter mon business et de devenir propriétaire immobilier avant 30 ans. Donc ça, c'était vraiment mes 2 objectifs. C'est là, il faut que je trouve une solution. Donc je me suis mis à économiser, et puis si tu veux, et puis tu vois les choses différemment. Tu sais, à partir du moment où tu as un objectif en tête, t'as que cet objectif en tête et peu importe ce qui se passe autour, si tu veux, tu fais en sorte que ça se passe, quoi. Mmh. Et donc du coup, depuis ce livre, après, j'ai aussi fait un teacher training de yoga pendant 1 mois. Et ça aussi, ça a complètement révolutionné mes perceptions des choses par rapport à la philosophie hindoue. Ça m'a ouvert plein de perspectives différentes. Ça m'a fait réaliser en fait que le travail c'était pas tout et qu'il fallait trouver un équilibre, quoi. Et moi, j'étais super carriériste, indépendante, tu vois, enfin proud woman. Non, je veux pas avoir besoin d'hommes, tu vois. Enfin, c'était vraiment, je veux être indépendante, quoi. Et en fait, ce teacher training de yoga, en fait, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Et ce qui était important, en fait, le basique, quoi, back to basic. Et en fait, ça m'a poussé encore plus à apprendre, tu vois, enfin, à s'écouter soi-même, à suivre ses rêves, etc. Donc voilà. Et un jour, je suis partie à Bali pour surfer en vacances. Et je suis tombée totalement amoureuse de Bali et plus précisément le Bukit. Donc c'est la péninsule du Bukit là où je suis. Mmh. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour la plage de Balangan, et qui est pour moi en fait la plus belle plage de Bali. Donc sable blanc, eau turquoise, juste en haut de la colline à gauche, si tu veux, t'as un magnifique golfe. Donc c'est super vert, enfin c'est magnifique. Et t'imagines le turquoise, le vert, la colline. Enfin bref, c'est pour moi c'était ouf, c'était un truc de dingue. Et donc et un jour, je rentre de vacances et j'annonce à mes potes que j'ai acheté un terrain un peu sur un coup de tête à Bali, à 2 minutes de ma plage préférée. Et D'accord. Un que terrain, quoi, en plus. Enfin, on entend souvent parler de gens qui achètent des maisons à Bali, mais toi, un terrain directement. un terrain, ouais, OK. c'était un terrain. Et donc, T'as ouais, eu c'était un quoi? terrain vide. On t'a proposé le terrain, tu l'as cherché? Enfin, comment on achète un terrain à Bali? En fait, si tu veux, j'étais en vacances avec mes parents. Et puis, j'étais pendant un nouvel an chinois d'ailleurs. Et, et en fait, moi, ça a toujours été mon rêve d'avoir, tu vois, enfin de monter un business, si tu veux, enfin d'acheter quelque chose, en fait, un pied-à-terre à Bali. Et, et du coup, en fait, on s'est mis à chercher, à regarder des terrains avec mes parents, tu vois, en famille, et aussi mon frère qui était là. Et, euh, et on s'est mis à regarder, à chercher un peu à droite à gauche. Et tous les terrains qu'ils nous montraient, c'était une C'est les catastrophe. vacances studieuses, non? Parce que la recherche de terrain, c'est du travail quand même. Ouais, mais en fait, on était dans T'as le une famille comme projet, ça qui... Ouais, d'accord. ouais, j'ai une famille un peu, Qui aime pas la plage, quoi. Au bout de 5 minutes sur la plage, je fais bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va acheter un terrain, bah, quoi. en fait, si tu veux, j'ai un père qui a 10 000 idées à la seconde, ma mère qui suit, mes frères, ils sont entrepreneurs aussi, enfin, tu vois, ils ont D'accord. toujours Vous plein pas de vous embêter, projets, quoi. quoi. Et donc, on s'est mis à chercher, on retrouvait des choses là, on apprenait plein de choses, on rencontrait plein de monde, c'était super excitant. Et puis un jour, je demande à mes potes du surf et je dis, vous avez pas un terrain, etc. Et le mec me dit, bah oui, oui, bien, juste là. Oh, il nous montre le premier terrain en plein milieu du village, en plein milieu de enfin, voilà, une catastrophe. Oh, on se dit, oh ouais, non, ça va pas le faire du tout. Et Mhm. deuxième terrain, à 2 minutes à pied de la plage.
de la plage, de ma plage préférée. Et donc là, je vois, et puis je sais pas, on se visionne, on visualise tout, quoi. Et on dit, bah c'est ça, coup de cœur, ok, on y va. Et donc le 15 août 2015, à 27 ans, je suis devenue propriétaire d'un terrain à Bali, tu vois. Et donc c'était génial pour moi parce Au que moment de du signer, coup, t'as pas eu une petite inquiétude quand même? Tu te dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? alors oui, alors tout le monde m'a regardé en mode quand je suis revenue, genre mais t'es complètement malade, mais c'est Genre, tu n'importe savais si quoi, c'était et qu'est-ce que tu vas constructible, faire? si c'était, je sais pas, non, Oui, 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 ouais, oui, c'était on clair, avait quoi. regardé. On est parti, on est donc avec les propriétaires du terrain. Mais si tu veux, c'est des farmers, quoi. Enfin, Ouais. T'avais ils réussi à ont. négocier un peu le prix? Oui, oui, on a négocié le prix. Bah, ça, oui, Ouais. tu penses bien. Première chose que j'ai appris, c'était négocier. Ouais. Alors, ouais, sans répit. D'accord. Et donc j'ai négocié et donc on est allé chez le notaire pour voir si tout était en norme, etc. Mais enfin pour te dire, c'était vraiment des farmers, c'est qu'ils pouvaient même pas signer, quoi. Ils prenaient, tu vois, le tampon et ils signaient avec l'empreinte digitale, quoi. Ok. Et ils avaient pas de papier, ils en ont toujours pas, enfin tu vois, pas de papiers légaux, enfin rien, quoi. Donc ils signaient, on est arrivé avec toute la famille, on a débarqué, je sais pas, ils étaient pratiques 10 à signer avec leur empreinte digitale. C'était assez marrant. Oui, Et j'imagine voilà. la scène, ouais. Ok. Donc ouais, Bon. donc tout le monde était là. Non mais c'est folle, t'es complètement dingue, ça a pas de sens, c'est trop risqué. Et puis tu connais rien à Bali, tu connais personne. Bon. Et donc je suis un peu du genre à pas trop écouter. Et puis j'ai dit, allez, on fonce, et je me suis lancée. Et donc, mais c'était compliqué parce que j'étais à Shanghai moi à l'époque, donc c'était en parallèle de Dassault. Donc, si tu veux, il a fallu que je gère tout depuis Shanghai. Donc, en gros, toutes mes soirées, tous mes week-ends, tu vois, à partir du moment où j'arrêtais de bosser, je me mettais à fond là-dessus. Donc, au début, je cherchais des architectes, j'en ai trouvé 3. Enfin, il y en a aucun qui a réussi à conceptualiser mon idée. Donc je Donc me suis déjà, dit, bon, t'avais en tête que tu voulais faire un hôtel et tu lançais la construction, quoi. oui, en fait, D'accord. j'ai fait une petite étude de marché, c'était rapide. Il y avait pas trop de. Le problème, c'est que, enfin, j'ai fait une petite étude de marché, villa versus hôtel, et en fait, je me suis dit que c'était peut-être plus sympa de faire un hôtel, et voilà. Donc, je suis D'accord, partie ok. là-dessus. Et Mais enfin, j'invite tout le monde à regarder un peu les photos. Donc, enfin, le site internet, donc c'est White Palm Hotel Bali. Donc, .com, ouais. exactement. Donc White Palm comme la palme blanche en anglais, enfin une palme de palmier, c'est ça, ou de. En fait, Euh, Palme, parce ouais. que la Palme d'Or à Cannes, si Ah tu ouais, veux. j'ai pas tilté, ouais. Et je voulais quelque chose je voulais un nom, si tu veux, qui parle de mes racines. Et donc, Palme, la Palme d'Or à Cannes. Alors, je voulais pas l'appeler la Palme d'Or parce que c'était un peu cliché. Et White parce que c'est ma couleur préférée et que c'est, voilà. Et qu'après il est décoré en blanc aussi, quoi. On voit que c'est un peu la couleur Et du thème. voilà, Mais donc tout est donc, blanc tout le et monde, noir. enfin j'invite tout le monde à aller jeter un coup d'œil sur internet aux photos, quoi, parce qu'à la fois c'est magnifique et ça montre l'ampleur du projet, quoi. C'est quand tu lui dis j'étais à Shanghai, j'avais encore un boulot et je monte un hôtel à Bali, c'est pas non plus c'est pas Ah, un c'était un cabanon au terrain bord de la vide. plage, quoi. C'est quand même costaud, donc. Ouais, mais en fait, si tu veux, j'étais pas. L'avantage, c'est que j'étais assez naïve sur le projet et que j'étais là, bon bah écoute, en fait, j'avais pas la crainte de tout perdre parce que je me suis dit bah écoute, je suis encore jeune, si ça marche pas, tant pis, tu vois, je peux toujours me refaire, c'est pas grave, bon bah j'aurais Ouais. essayé, ça a pas marché, tant Financièrement, pis c'était quand quoi. même une prise de risque, Financièrement, quoi. ouais. T'as dû lever un C'est peu mon premier d'argent pour. investissement, c'est Ouais. mon premier investissement, tu vois. J'imagine que t'as dû emprunter un peu pour le faire, non? C'est quand même un investissement conséquent, je Oui, suppose. oui, en fait, je me suis associée avec mon père et ma mère, et donc du Mhm. coup, on a fait ça. Ils ont investi, et puis au début, on faisait ça ensemble, et puis forcément, mon père est chirurgien dentiste, ma mère était dans l'immobilier à Cannes, et ils étaient plutôt plus, enfin, occupés. Enfin, je sais pas,
pas que t'étais plus occupé, mais moi j'étais vraiment à fond dedans. Et puis donc je me suis mise à fond. Et puis au début j'ai commencé avec du papier millimétré, une règle, un crayon gris. Je commençais à dessiner toutes les possibilités. Après je me suis dit en fait c'est pas très précis tout ça. Et je me suis mise à apprendre en fait à utiliser un logiciel 3D d'architecture plutôt simple, hein, mais je crois que c'est Google qui fait ça s'appelle SketchUp. Et donc du coup, je me suis c'est un très bon outil, quoi. J'ai utilisé un peu. On peut directement arriver à modéliser des objets en 3D, à les imprimer après avec une imprimante 3D, et c'est assez intuitif. Enfin, c'est du travail, mais c'est assez intuitif. C'est un outil très sympa. Ouais. Exactement, ouais. Donc voilà, donc j'étais sur YouTube à regarder comment l'utiliser, le logiciel, à apprendre, et puis après essayer tout ce qui était possible et imaginable. Donc t'as pas été voir une boîte d'architecte, quoi, ou de designer. En fait, t'as commencé les deux en parallèle, quoi. Si, au début j'ai commencé, j'en ai vu 3 même, et il y en a aucun qui a réussi en fait à conceptualiser mon idée, quoi. En fait, ils voulaient faire des guest house pour les surfeurs, ou soit, enfin, tu vois, ils étaient pas, enfin, tu vois, avec des bunk beds, avec des lits superposés et tout. Je disais, mais non, vous avez pas compris, c'est pas ça que je veux faire. Tu vois, c'est. D'accord, ils étaient loin du concept quand même. D'accord, c'était loin. Et en fait, ouais, exactement. Exactement. Et donc je me suis dit tu sais quoi, le mieux c'est que moi je sois claire en fait, moi et mes parents aussi, qu'on soit clair si tu veux sur ce qu'on voulait faire. Et donc voilà, donc je commençais avec un logiciel 3D pour designer l'hôtel. Ça a mis quand même 1 an et demi pour trouver l'argent, parce qu'on avait déjà payé le terrain. Donc maintenant il fallait trouver l'argent pour construire. Fallait trouver l'idée. Tu peux donner des ordres de grandeur sur le budget que ça représente de monter un hôtel à Bali? Pas énorme. D'accord. C'est pas, ça peut rester moins cher qu'acheter un appartement en France. D'accord. Voilà. Ok. Ou à peu près. À peu près, ça peut être l'équivalent d'un petit appartement. C'est un centième de jet, un millier de jet. Non. Ah oui, non, on est très très loin du jet privé, ça c'est clair. Non, mais c'est possible en fait. C'est que c'est pas quelque chose qui est, enfin, tout le monde peut le faire. Voilà. Okay. C'est que. Enfin, tout le monde peut faire financièrement là. Après ce que tu décris là, il y a un vrai travail entrepreneurial qui a l'air pas mal. Oui, voilà. Après, si tu veux vraiment le faire, tu peux. Enfin, tout comme tout, hein, tout est possible. Hein, donc, si tu veux le faire, tu peux le faire. Donc oui, trouver l'idée, trouver le concept, l'étude de marché, le business plan, le profil des clients cibles, parce que qui je veux targeter, qui je veux dans cet hôtel. Donc c'était vraiment un gros boulot. Et coup de bol, je faisais partie en fait d'un groupe d'entrepreneuses à Shanghai qui s'appelle La Ruche. C'est une association et c'est que pour les femmes françaises. Et du coup, je participais à ça, et en fait, il y avait plein de nanas qui avaient plein de projets, et on travaillait sur les business plans, sur plein de choses. En fait, c'était assez général, et ça m'a beaucoup aidé en fait pour conceptualiser l'hôtel, quoi, au moins en termes de business plan, de marketing, etc. Donc bien se faire entourer, quoi. Faut pas rester tout seul dans ses idées parfois, confronter ses idées à la perception des autres, même si c'est pas des pros, hein. J'imagine qu'elles y connaissaient rien en hôtel à Bali, mais voilà, elles avaient exactement. Elles avaient des idées, elles te confirmaient ou elles t'affirmaient tes intuitions. Enfin, ça a été vraiment c'est comme l'aide d'un coach, quoi. Après, c'est vrai que ça change plein de choses, parce que c'est bien de voir les choses des yeux d'une autre personne, d'une personne externe, parce que souvent en fait on s'enferme et puis on voit plus la big picture, quoi. Enfin, je suis désolée, je parle en franglish, je parle anglais tous les jours. J'en oublie mon français, mais ouais, la vision générale de l'hôtel, quoi. Donc c'est bien d'avoir en fait des avis extérieurs. D'accord. Voilà. Et donc, tu es parti sur un concept. Donc, je te dis, les photos le décrivent assez bien. Mais il y a quoi? Il y a 8 chambres, c'est ça, tu me disais? Alors, c'est 8 chambres. On est sur un éco-hôtel, parce qu'en fait, tu veux, je pense que ceux qui sont venus à Bali ont tous été choqués de la même manière. C'est qu'il y a beaucoup de papiers qui sont jetés sur le bord de la route. Il y a beaucoup pas de la pollution, mais si, comme tu vois, je sais pas si t'as vu déjà les photos des plages avec plein de plastique à Bali, etc. Donc pour moi, ça a vraiment été très important en fait
faire quelque chose d'éco et de lutter contre le plastique, de lutter justement contre toute cette pollution, parce qu'en fait il y a aussi un travail d'éducation là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut leur apprendre enfin, eux ils brûlent quoi, ils prennent leurs déchets, ils les brûlent ou soit ils les jettent au bas-côté de la route, donc c'est pas extraordinaire. Donc voilà, c'était important pour moi de faire un éco boutique hôtel. J'ai utilisé que des matériaux naturels, du bois. On est sur la langue à langue, tu sais, cette espèce de toit de chaume hyper naturel. La piscine aussi, c'est des pierres, des stones, des pierres naturelles qui viennent de Bali. Donc c'était vraiment sur des produits, des matériaux locaux. Et d'ailleurs notre cuisine c'est pareil quoi, enfin, qu'avec des produits locaux. On va au marché au poisson pour trouver le poisson, le choisir nous-mêmes et pareil, on a notre ferme organique, tu vois, pour nos fruits, nos vegetables, etc. Donc voilà, c'est hyper important pour moi de garder un côté éco et retour aux bases, retour à la source. Voilà. Donc d'accord, ça, ok. Donc la donc un construction, éco-boutique hôtel. on a sauté un peu une étape, mais tu nous parles des matériaux, etc. Donc après l'avoir designé, forcément, il a fallu le construire. Comment ça s'est passé? Voilà. Alors du coup, donc dès que j'avais des vacances ou long week-end, je partais à Bali et en fait j'essayais d'avancer sur le projet, j'essayais de trouver quelqu'un en fait pour m'aider à construire et poursuivre les travaux sur place parce que clairement depuis Shanghai c'était impossible. Comme par hasard, j'ai trouvé un Indonésien qui est chinois. Donc, à croire que l'étiquette Chine, en fait, elle me quitterait jamais. On finit souvent par faire du business avec les Chinois en Asie du Sud-Est. Enfin, la diaspora chinoise est quand même assez présente au niveau des communautés business, donc c'est pas surprenant. C'est clair. Non. Mais et donc du coup, en octobre 2016, j'ai trouvé mon mec et puis les travaux commencent et puis début de l'aventure. Donc au début, ils nous disent allez, c'est on a pour 6 mois. Donc 6 mois après, moi je suis sur place, je me dis ok super. Puis là je regarde, je dis en fait rien qui est prêt quoi, on est que aux fondations. Non mais ok 6 mois de plus. Bon ok. Bon 6 mois, t'es sûr? Oui ok très bien. Donc là on se dit 6 mois de plus, on arrivait à Noël. Donc je dis ok génial, on se fait un Noël en famille à Bali. Donc tout le monde dort à l'hôtel et on inaugure les bungalows quoi. Et on arrive à Noël, rien n'est prêt. Et là je me dis en fait si t'es pas sur place, tu vas jamais y arriver quoi. C'est pas possible. Il faut vraiment que je trouve un moyen pour y être. Ça avance pas. Enfin bref. À la fois, tu avais gardé un travail qui te permettait d'avoir un revenu qui tombait. Enfin c'était voilà, ça là l'avantage. j'étais toujours chez Dassault. En termes de timing, c'est qu'on n'a plus de revenus, là le stress devient plus grand, là au moins financièrement. Exactement. C'était pas facile de faire les deux à la fois, mais ça apportait un petit confort financier, on va dire. En fait, l'avantage, c'est que j'avais déjà donné mes plans et le mec savait exactement quoi faire. Donc on a été hyper clair là-dessus. Après, effectivement, en vrai, quand tu lances un projet, tu changes tout. Enfin, souvent beaucoup de choses, si tu veux, parce que entre les plans sur papier ou 3D et les plans en vrai, si tu veux, il y a plein de choses. Il y a un monde, quoi. Il faut que tu es obligé de changer des choses. Donc du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je déménage, il faut que je trouve un moyen, il faut que je sois sur place. Donc j'ai décidé de tout quitter pour aller m'installer à Bali et j'ai quitté mon job chez Dassault, la Chine, mes potes, mes amis, mon appart, ma zone de confort, tout. Tes patrons, ils t'ont regardé comment? Tu leur as dit, je vais ouvrir un hôtel à Bali, quoi. Écoute, j'ai une super connexion en fait avec tous les gens de Dassault. Je suis encore je prends des nouvelles. Enfin, on se donne des nouvelles. On s'adore quoi. Enfin, il y a eu vraiment on a été une famille en fait. Donc je les considère toujours, si tu veux, comme ma famille chinoise, ma famille Dassault quoi. Enfin, tous les participants qui étaient en Chine, Jérôme Desmazures, Jean-Michel Jacob. Enfin, si tu veux, il y avait pas mal de. Enfin, c'est comme une famille, quoi. Voilà.
donc je m'entends super bien, mais bon après ils ont respecté quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Moi je voulais plus être en Chine, je voulais être à Bali. Clairement je pouvais pas bosser pour Dassault depuis Bali, donc c'était malheureusement c'était comme ça quoi. Donc ils ont respecté parce qu'ils comprenaient que qu'en Chine je pourrais pas avoir une vie. J'étais célibataire tout le temps. Tu vois je passais ma vie dans les avions à voyager. Donc c'était pas forcément une vie très saine. On va dire. Ah non, tout à fait. Je comprends. Donc ils ont pour compris. Passer par là, en plus les déplacements en Chine, c'est quand même dur. Hein, les et puis retards systématiques, voilà. la bouffe dans les avions qui est franchement pour pas être méchant, mais à l'époque en local c'était de la bouffe pour chien quand même qui te donnait. Enfin, non, c'était et les retards quoi, tu sais, de te faire monter dans l'avion systématiquement, d'attendre une demi-heure, 1 heure ou plus, où ils coupaient presque la clim. Là, enfin, j'ai des souvenirs apocalyptiques quoi. C'est quand c'est toutes les semaines. Catastrophe. Tu laisses des années d'espérance de vie. Les avions annulés, j'ai des scènes qui me reviennent en tête, là, des avions qui étaient retardés d'heures et d'heures, et les Chinois qui arrivaient au comptoir, et j'ai l'impression qu'ils allaient écharper vivre les hôtesses de l'air, tu sais, à qui demandaient à quelle heure l'avion allait partir. Enfin, il y avait des scènes. Non, mais les gens, des types. Ça n'a rien à voir, mais je me souviens d'un type qui dans la, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est un peu limite, mais qui à l'aéroport de Shanghai, il faisait pipi à côté de la pissotière, tu vois. Quand on dit que parfois c'est un peu sauvage en Chine. Oh là là. Je le regardais et je voyais le type qui était face à la pissotière. Et voilà, le jet d'urine qui arrivait directement par terre. Et là, tu te dis, mais où est-ce que je suis, quoi, là, tu sais, comment humainement c'est possible de faire pipi à côté, pas dans la pissotière, mais à côté. Totalement hors sujet, mais c'est pour dire l'ambiance, que quand c'est ça tous les jours, normalement, tu peux péter un câble, quoi. Dire, je vais ouvrir un hôtel à Bali. Je pense que j'arrive assez bien à me mettre dans le processus qui peut en arriver là, quoi. Mais, voilà, petite parenthèse. Enfin bref, non, c'est vrai que bon bref tout quitter et encore une fois tout le monde qui me dit mais t'es complètement folle et puis tu vas pas quitter ton job chez Dassault, c'est ton confort machin, enfin sécurité, tomber sur la tête, enfin bref. Même mon père, il voulait pas que je quitte. Il disait, non, mais t'es complètement folle, ma fille. Arrête tes conneries, quoi. Heureusement que ma mère, elle avait compris, quoi. Mais bon, bref. Donc j'arrive, tout se termine, et là je dois faire mes valises pour Bali. Donc là, je dois faire rentrer dans 2 valises toute ma vie, quoi. Et donc je laisse derrière 200 paires de chaussures, une centaine de sacs à main, je sais pas combien de centaines de kilos de fringues. Et enfin, j'avais une chambre entièrement consacrée pour mon dressing, si tu veux. Ça suffisait pas. Et donc, j'étais le pur produit de société de consommation. Je consommais sans penser, sans réfléchir. Je dépensais pour avoir. Je vivais dans l'illusion totale, sous l'influence du marketing des marques. Tu veux, qui te pousse toujours à consommer plus, et qui t'assomme la tête, si tu veux, et t'influence tous les jours à consommer, quoi. Et j'étais le pur produit, quoi. Donc là, je me dis, ok, bon, là, j'ai clairement 2 valises. Donc je me suis recentrée sur l'essentiel, si tu veux, grâce à Bali. Et j'ai dit, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui a de la valeur. Et voilà, je se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose au final. Non, exactement. Avec le Covid, pour avoir passé récemment 6 mois avec une valise ou voilà, en attendant un déménagement, on réalise que j'avais pas reçu mon déménagement et je me disais, finalement, avec mes 2 valises, j'arrive à vivre. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce déménagement que j'attends et encore, même 2 valises, c'est trop, quoi, presque. Mais bon. Après, il y a plus rien. À Bali, quoi. Ouais, peut-être en maillot de bain sur la plage, je sais pas. Mais... En maillot de bain, ouais. En maillot de bain, ouais. Donc l'hôtel a fini par être finalisé, j'imagine, avec après quelques difficultés. Alors, donc j'arrive à Bali et puis. Tu vas t'installer à Bali parce qu'il fallait le finaliser, quoi. C'était ça la logique. Exactement, ouais, parce qu'il fallait suivre la construction, etc. Donc j'ai tout vendu et puis 2 avions plus tard, je suis là à Bali et puis sans fringues, sans amis, sans job et puis 2 valises et un chantier, quoi. Et en fait, coup de bol. On sent des petites crises d'angoisse parfois, non? T'as pas eu quelques soirées, tu vois, qu'est-ce que je fais? Ouais, j'ai eu quelques crises de. Ouais, j'ai pas beaucoup pleuré parce que je suis pas du genre à trop me lamenter, mais ouais, là à ce moment-là, j'ai quand même pleuré là. Je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais, quoi? C'est complètement
je suis complètement dingue, quoi. Peut-être j'aurais dû écouter, tu vois. Là, tu commences les et si, mais c'est pas bon, quoi. Tu t'enfermes très mal. Donc, coup de bol, en fait, j'avais pas mal de potes de Shanghai qui étaient là à Bali pendant l'été, donc bonne ambiance. Et du coup, qui m'ont présenté une semaine après mon arrivée un Espagnol qui s'appelle Asier et qui est chef consultant, si tu veux, basé à Bali depuis 14 ans. Donc, il connaissait le Bali comme le revers de sa main et qui est aujourd'hui le père de ma fille. Donc, donc on a tout de suite emménagé ensemble et je l'ai embarqué dans mon projet d'hôtel. Et en fait, on est super complémentaires. Donc lui, il est chef, hein, il connaît Bali, il sait comment parler aux Indos. Et moi, j'en avais aucune idée, quoi. La cuisine, si j'arrive à faire un œuf au plat, c'est magnifique, quoi. Ouais, non, Donc, c'est un métier d'être ouais. d'être restaurateur. C'est pas évident de s'improviser. Ah, Quoi, c'est un donc, métier. ouais, Ouais, exactement, ouais. Et forcément, un hôtelier aussi, hôtel. j'imagine, mais bon. Ouais. Hôtelier aussi, mais je pense que ça s'apprend. Hein. Mais la cuisine, enfin, il faut avoir la main quand même, le coup de main. Hein. Donc bref, on est super complémentaires sur ce projet. Il m'a énormément aidé pour la construction et pour l'ouverture de l'hôtel. Je me rappelle nos 4 premiers mois ensemble, on a voyagé dans 11 pays, donc on n'a pas arrêté de voyager, c'était génial. Et c'est en fait au Mexique, à Tulum, qu'on a trouvé l'inspiration, tu sais, pour toutes les finitions de l'hôtel. D'accord. Et donc du coup, c'est pour ça que peut-être l'hôtel a une petite ambiance un peu Tulum, Ibiza, Grèce, Cyclades, etc. Donc voilà. Et donc à notre retour de ces 11 pays ensemble, on se dit OK, qu'est-ce qu'on fait? On a décidé d'emménager dans un des bungalows. Donc c'était pas du tout fini, on vivait dans un chantier, enfin c'était un peu la cata parce que forcément ça nous faisait économiser de l'argent et puis on était sur place au moins pour vérifier tout, quoi. Donc parce qu'en fait ici les travaux, c'est tout un concept, c'est que t'en as un qui bosse et t'en as 5 qui regardent en train de fumer des clopes. Donc c'est vraiment ça avance pas, quoi. Ouais, effectivement, ça me rappelait justement là de travailler comme ça, un souvenir en Inde où ils avaient poussé le concept à l'extrême et il y avait un type qui travaillait au bord de la route avec une pelle, et l'autre avait une petite ficelle pour l'aider à soulever sa pelle avec une petite ficelle. Donc c'est juste pour illustrer parfois dans les Ouais. pays de la région à quoi ça peut ressembler. Mais vas-y, excuse-moi. Ou en Chine, t'as jamais vu dans les ascenseurs, t'as une nana qui est dans l'ascenseur pour appuyer sur les boutons et t'emmener au bon niveau. T'as jamais vu ça? J'ai vu ça, ouais, assise Ouais. sur une grand-mère, assise sur une petite chaise, et c'était un appartement que je Dans visitais quand je l'ascenseur. réhabitais. Et je me suis dit, je peux pas quoi, avoir ça tous les jours. Là, en plus, Non, tu mais vas te faire imagine la fliquer, vie. je sais pas. Ouais, c'est clair, tu te fais fliquer, quoi. Là, elle a tous les gossips, quoi. Ah là, c'est intime, là. Mais ouais, bref, pour revenir à la Donc voilà, et donc il construction. y a un côté culturel comme ça, et donc même sur le management du staff dans ton hôtel, recruter, les former, les manager, enfin comment ça se passe tout ça? Si tu veux, c'est hyper compliqué parce que en fait, au niveau du staff et même au niveau de toute la construction, enfin en fait, ici, c'est qu'ils ont une cérémonie pour tout. Donc c'est-à-dire qu'en fait, d'avoir un business, c'est vraiment vraiment compliqué parce que ils ont toujours une excuse, quoi, pour pas venir travailler. Donc en général, c'est Ouais, on sent la le mieux. néocolonialiste là. Non, mais le mieux, en fait, ma solution miracle, je pense qu'il faut de prendre des employés de plusieurs religions différentes. Il faut des hindous, il faut des musulmans, il faut des chrétiens, des catholiques, en fait, parce que t'es sûr. Ils sont essentiellement musulmans, c'est ça en Indonésie, mais il y a quand même pas mal de. Bali, c'est hindou. Bali, hindou, c'est ça, d'accord, pardon. Ouais. Voilà. Et Java, c'est musulman. Donc Jakarta, la capitale, c'est musulman, mais il y a beaucoup de catholiques aussi. Mais donc en gros, tu en prends un de chaque, parce qu'au moins tu es sûr que ils prendront pas leur jour de congé en même temps. Tu es sûr d'avoir toujours du staff.
Mais est-ce qu'ils Ouais, parce s'entendent bien, qu'ici, tu vois? Est-ce que ça fait pas la oui, guerre de oui, ils s'entendent religion dans bien. l'hôtel, quoi? C'est très Non, bien. mais alors tu vois, vraiment, on a beaucoup à apprendre d'eux parce que franchement, c'est génial. Enfin, il y a pas de guerre de religion. Enfin, tu vois, rien à voir avec ce qui se passe en Occident, quoi. Donc on a beaucoup à apprendre d'eux. Voilà, pour ça, vraiment bravo, quoi. Mais bon, enfin, pour te dire, pour en revenir à la religion hindoue, ils ont une cérémonie pour tout. Mhm. Une cérémonie pour les voitures, pour les scooters, tu vois. Enfin, ils vont décorer la voiture et ton scooter avec plein d'offrandes balinaises, et puis ils vont les asperger avec de l'eau sacrée, et puis voilà, quoi. Ou sinon, il y a une cérémonie pour les masques, les marionnettes, Ah une d'accord, ok. cérémonie pour même Ouais. les livres. Les livres et tous les objets de savoir. Donc là, ce jour-là, tu peux pas lire ni étudier. T'as une cérémonie pour les arbres, l'anniversaire d'éducation du temple, enfin bref, ou sinon t'as le mariage d'un tel, t'as quelqu'un qui décède, enfin bref, il y a toujours une excuse, et donc ça c'est quand même assez compliqué à gérer. Donc 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 ouais, il culturellement, même faut. en venant de Chine, là, enfin, tu connaissais déjà un peu l'Asie, mais Ah ben en venant de quelque Chine, pour part, moi, ouais. je comprenais pas. Au début, en fait, je comprenais pas, et c'était pour moi, c'était dingue, quoi. Sachant Enfin, qu'en la Chine, Chine. enfin, pour avoir connu aussi Hong Kong et Taïwan, ils ont gardé plus de traditions chinoises et un peu de cérémonies, même si ça n'a rien à voir avec ce que tu décris. Mais en Chine, ouais, faut Ah préciser non, que non, mais avec le en communisme, ils fait, ont un peu fait table rase sur toutes ces choses-là, quoi. non, mais en Chine, en Asie, tout va vite, quoi. Et en fait, si tu veux, Mhm. la Ah oui, différence c'est entre encore autre chose. les Ouais. Balinais et nous, et même avec les Chinois, parce qu'on est comme les Chinois aussi, dans le sens où nous, on vit pour travailler, mais eux, ils travaillent pour vivre. Et ça, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'en Mhm. fait, eux, ils s'en foutent, quoi. Ils vont dépenser tout leur argent dans les cérémonies, quoi. Par exemple, bah, s'ils doivent se priver de manger, bah, c'est pas grave. Enfin, mais au moins, ils auront donné ça, si tu veux, ils auront donné ça, si tu veux, au temple, peu importe, et dans l'offrande. En fait, le principe, c'est qu'ils croient au karma. Donc, plus ils donnent, et plus ils recevront en retour. Donc la majorité de leur salaire, ça va dans la construction des temples, dans les offrandes, en fait tout ça pour rendre hommage aux dieux et pour apaiser les démons. Donc en fait, si tu veux, pour maintenir l'équilibre et pour pas offenser les démons en fait tous les jours, ils doivent placer des offrandes en forme, tu sais, c'est des petits paniers, je sais pas si tu visualises, c'est en feuilles de palmier, ça s'appelle des tsanang-sari. Et ça doit contenir en fait à l'intérieur, ils doivent mettre des pétales de fleurs, ils doivent mettre de la nourriture sucrée, du riz, et tout ça est aspergé d'eau bénite, et c'est surmonté d'un bâton d'encens qui est allumé. Et en fait, l'idée, c'est que la fumée permet à l'essence de l'offrande, en fait, de parvenir aux dieux et aux démons. Parce qu'en Mhm. fait, ici, il y a, enfin, c'est le principe du bien et du mal, quoi. Enfin, il n'y a pas que du bien, il y a aussi le mal. Et en fait, si tu veux, il faut apaiser les énergies négatives et rendre hommage aux dieux. Et donc, ce qu'ils font, c'est que dans tous leurs petits paniers, là, ils vont les mettre, en fait, dans les hôtels, dans les temples, en hauteur. Donc ça, c'est pour tout ce qui est Dieu, pour les ancêtres. Et les autres, en fait, ils les mettent à même le sol. Donc souvent, nous, on les met devant notre piscine et devant notre porte d'entrée. Et donc ça, c'est pour les démons. Parce qu'en fait, le sol, c'est considéré comme quelque chose d'impur. Mais les démons, en fait, ils s'en foutent, quoi. Donc ils prennent tout ce qu'il faut, quoi. Enfin, tu vois, en fait, ils donnent de la nourriture, si tu veux, pour les nourrir. Ils donnent, si tu veux, du riz ou des sucreries, si tu veux, pour les nourrir, quoi. Donc ça, Mhm. c'est un petit peu ce à quoi ils croient. Donc nous, D'accord, quand on ouais. a ouvert l'hôtel, il a fallu mettre 3 temples, quoi. Un temple pour les dieux, donc ça, c'était vers la direction du volcan Agun. Donc c'est là où en fait t'as tous les dieux et les ancêtres qui résident, et un temple pour protéger le business, et un autre petit temple dans notre arbre sacré. Et en fait, si tu veux, t'as des esprits partout à Bali. Donc Et encore, ça, tu c'est vois, pas enfin, optionnel, quoi. C'est là, c'est pas. Ah non, tu peux pas. il faut, Tu enfin, ne, d'accord. tu Il es faut s'adapter à la obligatoire. tradition locale, quoi. Ok. T'es obligatoire.
Et comment ça se passe en termes de management enfin, t'es dans un hôtel quand même assez chic où il faut qu'il y ait un service qui soit parfait, j'imagine, pour ta clientèle. Et je sais pas, moi, j'ai des souvenirs des vieux souvenirs de Chine aussi quand j'habitais à Xi'an, où j'avais un ami assez proche qui ouvrait un hôtel. Justement, tu parlais de tes nouveaux riches chinois, c'était, tu sais, le Mekwang Laoban, le patron de mine de charbon qui s'était enrichi, comme il y en avait beaucoup en Chine, avec des fortunes colossales amassées en un laps de temps très court, et qui ouvrait donc un hôtel entier, un hôtel de luxe à Xi'an, et mon copain devait construire l'hôtel, construire tout le management de l'hôtel, etc. Il se retrouvait à engager des dizaines, des centaines de staff chinois dans la région du Shanxi, qui était donc il y a 10 ans pas extrêmement développé, et de faire du luxe quelque part. Je crois que c'était un challenge dément en termes de formation, de management. Pour illustrer le truc, moi, le jour où j'ai fait l'inauguration de l'hôtel, il y a un staff qui m'a littéralement bousculé sans s'excuser. Ça montre un peu le niveau où il était, et voilà, pour arriver à des standards internationaux, la route était longue, donc là je pousse un peu peut-être mon exemple à l'extrême, mais pour arriver à un niveau de service correct, est-ce que c'est compliqué, enfin comment manager quoi? Alors oui, c'est compliqué. Parce qu'effectivement on n'a pas la même vision en fait du travail. Donc eux ils s'en foutent. Mais en fait, on a beaucoup de chance parce que c'est les meilleurs hosts du monde. En fait, ils ont toujours le sourire, ils sont toujours de bonne humeur, ils ont pas peur, si tu veux, de l'étranger. Enfin, ils vont les approcher en général et puis avoir une discussion un peu sympa. Enfin, si tu veux, ils sont vraiment. C'est une superbe communauté. Ils sont toujours en train de sourire. Même, tu vois, là, avec le Covid, il se passe c'est horrible ce qui se passe ici à Bali. Ils ont pas d'argent. Parce que Bali, c'est que le tourisme, hein. Oui, bien sûr, ouais. Puis, il y a des mères qui peuvent même pas nourrir leurs enfants, si tu veux, et qui leur donnent de l'eau et du sucre, quoi. Enfin, pour les nourrir. Donc, à la place de leur donner du lait. Donc, enfin bref, si tu veux, c'est un peu une situation critique en ce moment, mais ils gardent tous le sourire. Ils sont tous, tu vois. Culturellement, c'est des pays accueillants, enfin un peu comme la Thaïlande, qui est aussi un grand pays de tourisme. Exactement. Par rapport à la Chine, où c'est peut-être un peu moins dans la tradition. La Chine, c'est un peu plus froid. Ils peuvent être sympas aussi, mais on se comprend quoi. Pour du tourisme, oui, voilà. c'est pas, ouais. Mais voilà, donc tu vois, c'est très important de suivre, de comprendre en fait la culture locale et de s'adapter et puis de faire en sorte quoi. Enfin, tu vois, on a dû faire une cérémonie d'ouverture, on a mis les temples, maintenant on fait les offrandes tous les jours, quand on peut, donc voilà quoi. Mais si tu veux après, enfin pour te donner un exemple là encore pour revenir à la construction. On pense pas pareil quoi, c'est-à-dire que c'est un jour donc j'arrive dans ma cuisine. Tu rigoles à tes propres anecdotes. Ah non mais celle-là elle est quand même mythique. C'est que j'arrive dans la cuisine et donc on était en pleine construction et puis là je vois que le mec il m'installe une prise à 1,50 m du sol. Et là je regarde, je dis en fait OK, bon je prends sur ma main, je dis mais attends, parce que cette prise, c'est pour la prise du frigo, tu vois. Donc là, je lui monte le frigo et puis, tu sais, les prises, elles sont pas très longues. Donc je lui monte, je lui dis, en fait, la prise, elle arrive pas à 1,50 m du sol, tu vois. Et là, le mec, il se rigole, il dit, ouais, ok, ouais, super. Et je lui dis, tant que tu y es, pourquoi tu la mets pas au plafond? En rigolant. Et donc, je pars, machin et tout. Je reviens, il y avait pas une prise au plafond. Donc si tu veux, t'es vraiment. Donc si tu veux, t'es vraiment c'est un autre monde quoi. Donc tu peux pas faire des blagues parce que il faut être là tout le temps, tu vois. Enfin, il faut vraiment checker quoi. En fait, tu leur dis un truc, ils disent ok, ouais, j'y vais quoi. Donc enfin bon voilà, tu vois, c'est des petites anecdotes comme ça. Non mais j'imagine. Et ensuite, une fois que l'hôtel est construit, quelque part, faut trouver des clients. Et de ce que je vois, il y a un travail marketing, que ce soit, enfin, je sais pas, quand on voit ton site internet qui est super bien fichu, ta présence sur Booking.com et compagnie, enfin, comment ça se passe en termes de marketing pour l'hôtellerie? Alors, l'avantage c'est que mon background c'était le marketing et la com, mais par contre ça a été très compliqué pour moi parce que j'étais plus ou moins formée pour la Chine, donc pas du tout pour Google, pas du tout pour Facebook, pas du tout pour Instagram. En fait, je connaissais rien quoi.
Donc j'ai dû réapprendre mon métier. Et j'ai dû apprendre à faire un site internet que je fais moi-même. Et voilà. Donc après, je pense que à partir du moment où en fait t'as un objectif clair et tu sais qui tu veux cibler et ce que tu veux faire exactement, à partir du moment où ça c'est clair, si tu veux, c'est facile en fait de faire le reste. Après, je suis très sensible au design, tu vois, enfin à l'apparence des choses. Donc peut-être que ça se reflète et donc. Non, ça se voit clairement. Hein. Si t'as fait ce site toi-même, c'est impressionnant. On voit là, je vois le nom du site internet là, c'est Best in Instagram Hotel Bali. On sent qu'il y a des mots clés qui ont été bien choisis. Et ça me rappelle les discussions qu'on a eues sur le podcast, que ce soit Xavier Dessol du Club Med ou je ne sais plus qui d'autre me parlait de l'importance maintenant de faire des expériences instagrammables. On parlait des touristes chinois en particulier, mais j'imagine que c'est vrai pour d'autres. Il y a des gens qui viennent à l'hôtel parce qu'il faut qu'il y ait des belles photos, que même à la cuisine, les plats, j'imagine, doivent être présentés pour être instagrammables. Il y a ce genre de logique. Ah mais là aujourd'hui c'est clairement on vit pour Instagram donc alors il faut inviter les influenceurs et c'est que ça en fait tu réussis si tu es sur Instagram et si tu as des spots. Donc là en fait on a profité du Covid pour faire des petites rénovations et forcément hein, si tu veux maintenir un endroit et puis on est tellement près de la mer si tu veux que tout tombe en ruine très rapidement. Donc si tu veux, nous on veut vraiment garder un standing, on veut que ça soit nickel quoi tout le temps. Et donc du coup j'en ai profité pour ajouter quelques spots Instagrammables et dont j'ai mis une espèce de, je sais pas si tu as vu, mais tu sais c'est des espèces de hammocks mais qui sont suspendus et qui sont suspendus dans le vide en fait. Des hamacs suspendus dans le vide. Alors c'est comme un net, un espèce de, comment on appelle ça, un net, filet. Un filet, bravo, merci beaucoup. Un espèce de filet suspendu dans le vide. Et en fait, du coup, les gens, ils se mettent dans le filet et ils font leurs photos et c'est toujours un effet de waouh. Dans le vide, c'est pas dans le vide haut, quoi, je veux dire, tu vois, c'est pas. Non, en fait, on a un deuxième étage sur le rooftop et donc en fait, du rooftop au-dessus de la piscine, si tu veux. Donc en fait, ils se mettent dans le filet. Derrière, il y a la vue de la piscine et en fait derrière, on a un champ agriculture, si tu veux, où on a du maïs, des bananiers, etc. Enfin bref, donc c'est assez vert. Donc si tu veux, la vue est canon et donc ça fait la possibilité d'avoir une belle photo Instagram. Et on a aussi le floating breakfast, tu sais, c'est les traits les traits où tu prends ton petit déjeuner dans la piscine. Après, forcément. Plateau flottant, j'imagine, où on peut. C'est ça, un plateau flottant. Okay. Et donc tu prends ton petit déjeuner là-dedans, ou tu bois ta bouteille de champagne là-dedans. Donc t'es obligé donc d'avoir tu vois. Et après Instagram, il y a le côté un peu Airbnb aussi, où tu as une catégorie Things to Do sur le site web. Donc je suis toujours sur le whitepalmhotelbali.com. Oui, voilà. Parce que j'ai l'impression de faire de la pub, mais je pense que c'est important de visualiser le truc en même temps qu'on discute. Et t'as une série d'activités et t'as plein de photos super bien fichues, donc un peu à l'image de ce que fait Airbnb, qui s'est pas mal diversifié là-dedans dans les activités. Et donc vas-y, dis-moi, explique-nous. En fait, si tu veux, je me suis visualisé. En fait, mon client parfait, si tu veux, c'était un petit peu. Je me suis dit, c'est un petit peu les gens comme moi, enfin mon profil à moi. Et quand j'arrivais à Bali, si tu veux, j'avais envie d'avoir plusieurs activités qui étaient proposées, si tu veux. Et comme on est en face du golfe et qu'on est à 2 minutes à pied de la plage, si tu veux, je voulais offrir du golf, je voulais offrir du surf, je voulais offrir du yoga. Donc ça, c'était vraiment les 3 principales activités. Après, j'ai rencontré mon chéri qui est chef, donc on fait aussi des cooking class, si tu veux. Enfin, et donc après on découle, tu vois, plein d'autres activités. Et là, par exemple, je suis assez pote avec un pilote d'hélico, et donc on offre l'expérience incroyable de faire le tour de Bali en hélico. Enfin bref, il y a plein de choses à faire à Bali. Ça donne envie. En cette période où on voyage plus trop, là, d'un coup, c'est vrai que c'est tentant. Et donc le Covid, tu l'as pas mal évoqué, mais comment le tourisme est vraiment revenu quasiment à zéro. Est-ce que ça commence à repartir? Est-ce que tu as eu des inquiétudes? Parce que tu dis que tu as profité pour faire des rénovations, mais ça veut dire continuer à investir dans l'hôtel quand le business baisse. Enfin, comment ça s'est passé tout ça? C'est un peu un challenge. C'est très difficile parce qu'on n'a aucune aide financière
financière ici, hein, donc on Ouais, n'est pas en j'imagine France, bien. hein, donc c'est marche ou crève. Donc il a fallu survivre. On a eu de la chance en fait. On est à partir du moment où on a ouvert l'hôtel, on a été fully book en fait dès le début. Donc on a eu des super résultats. On a vraiment été très 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 contents. Donc on a fait 2 ans superbes quoi. Donc j'avais un petit peu d'économie. Mais bon, juste avant, j'ai aussi construit 2 autres chambres, j'ai aussi construit ma maison, donc on a acheté une voiture pour les. Enfin bref, il y a quand même pas mal de frais. On a réinvesti beaucoup dans le business, mais là, il a fallu en fait, il a fallu réinvestir parce que pour garder un standard. Et donc du coup, voilà, on a tenté. On verra si on peut tenir ou pas. Si on peut pas tenir, on trouvera une solution. Enfin, voilà, chaque Et là, problème, chaque ça commence à solution. On n'y est redémarrer. plus Là, du tout. on est début juillet Ah non, là, 2021. Là, ça on fait quoi? vient de Ça fait quasiment rentrer un an et en demi qu'on lockdown. est dans le Covid, là? Ah, d'accord. Donc, Là, vous sortez pas encore du. Ok. non. Là, on Ouais, est ouais. jusqu'à fin juillet. On est donc fin juillet 2021. On est en lockdown. Mais je Mhm. pense qu'ils vont réouvrir bientôt. Mais en fait, tu peux rentrer toujours à Bali. Il faut juste faire un visa et faire la quarantaine de 5 jours à Jakarta. Donc, c'est possible de venir, mais il faut faire une quarantaine de 5 jours. Et, Mhm. et faire le visa. D'ailleurs, on aide justement à faire les visas, etc. Donc c'est possible de venir, il y a aucun problème pour Quarantaine qui peut venir. se faire dans l'hôtel? Ben non, à Jakarta malheureusement parce À que Jakarta, l'aéroport d'accord. de Ouais. Bali est toujours pas réouvert. Ah, ok. Mais bientôt, en fait, ils veulent faire la même chose qu'à Phuket, réouvrir en fait Bali à l'international. Et donc du coup, ça serait possible de faire une quarantaine à Bali, donc forcément dans un hôtel avec une piscine outdoor, c'est quand même plus agréable. Mhm. Voilà. Mhm. Ouais, clairement. En Euh, espérant que ça arrive rapidement. Voilà, mais donc du coup, écoute, on survit. C'est pas évident. J'essaie de me réinventer, de réfléchir à comment faire les choses. Tu vois, je refais mon nouveau site, enfin, un site internet. Je repense l'expérience. Je repense tu vois, enfin, à tout quoi. Je remets Mhm. tout en question et puis j'essaye en fait, de vivre avec le Covid parce que de trouver des solutions immédiates. Donc, on fait des promotions pour la clientèle locale, enfin domestique plutôt. Mhm. Et voilà. Donc, mais en fait, c'est assez intéressant parce que du coup, aujourd'hui, j'ai aussi des. En fait, j'ai commencé avec l'hôtel. J'avais une vision d'un hôtel. Je l'ai effectué, je l'ai créé, je l'ai ouvert. Ça a bien marché, ça a cartonné. Ensuite, j'ai aussi la Coco Kitchen. Donc donc là, on est spécialisé dans le seafood et le poisson. Donc c'est mon Donc le partenaire qui restaurant de l'hôtel, est oui. le restaurant de l'hôtel. Donc lui, c'est mon partenaire donc, qui est chef et qui s'en occupe. On a aussi Coco Living, donc qui est un shop, un petit magasin en fait avec plein d'objets de balinais. Donc ça, il faudrait que je le développe un petit peu plus. Mais si tu veux, j'ai eu pas mal de demandes en fait pour exécuter ma vision pour d'autres personnes. C'est-à-dire on m'a demandé ça peut être une rénovation, ça peut être de définir un concept, ça peut être le marketing, le management, etc. Donc du coup, j'ai créé récemment Coco Consulting. Et Mhm. donc, on offre une solution clé en main, si tu veux, si quelqu'un souhaite investir à Bali ou manager sa villa ou rénover un petit peu pour augmenter son ROI, Return on Investment. Donc voilà. Donc J'entends beaucoup parler de gens qui achètent à Bali, en particulier à Hong Kong, les expatriés français à Hong Kong. Ouais, j'étais assez impressionné par le nombre de personnes qui ont acheté des villas à Bali. Tu confirmes quoi, ça se fait beaucoup et oui, c'est un ça se bon fait beaucoup. investissement ou c'est C'est juste un plutôt un excellent truc de, ouais. investissement. Ok. C'est un excellent investissement. On peut avoir des retours en temps record. Voilà. Ok, d'accord. Donc, et tu Et, commences à lancer et, une je, activité où tu peux éventuellement aider les gens là-dessus, quoi, c'est ça? Et du coup, en fait, si tu veux, j'ai pas, c'est venu naturellement, si tu veux. J'ai eu des demandes. Là, on est sur
plusieurs projets, donc ça occupe, c'est bien, et donc du coup, voilà, donc le but là, on a un projet de rénovation, un gros projet d'ailleurs, un gros projet de rénovation, et où il faut définir un concept, etc. Donc, si tu veux, c'est intéressant, et puis c'est gratifiant parce que les gens ils disent bah voilà, j'adore ce que tu as fait à White Palm, et puis ils nous demandent en fait nos conseils, quoi. Donc Coco Consulting. Voilà. Ok, très bien. Non, mais c'est vrai que t'as une belle référence quand on voit ton hôtel, et ça donne envie d'aller le visiter en vrai. Et comme le disait encore Xavier du Club Med, nous prévoyait donc ce qu'il appelait le revenge tourism. On lui disait que, je pense que c'est logique, quand le Covid sera derrière nous, tout le monde aura envie de voyager. Donc exactement. Il faut tenir jusqu'à ce que ça se réalise. Mais on arrive déjà à la fin de cet épisode. Donc, est-ce qu'on peut le conclure avec la question traditionnelle comment hacker l'Asie, comment hacker la Chine, comment hacker l'Indonésie? Enfin, tu as déjà donné pas mal d'éléments de réponse, mais est-ce que tu peux essayer de nous synthétiser un peu ta pensée là-dessus? Ou nous donner une astuce, un hack en particulier qui t'a marqué? Je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense que dans un premier temps, que ce soit la Chine ou peu importe, l'Indonésie ou n'importe quel pays, il faut d'abord respecter les traditions, comprendre les coutumes, et s'adapter. Je pense que la clé aussi, c'est d'être patient. Apprendre à être patient, et prendre son mal en patience, et même enfin moi c'est ce que j'ai appris. En tout cas, j'étais pas du tout patiente en venant de Chine, et je voulais tout de suite, parce que forcément c'est ce qui se passe en Chine, et en venant en Indonésie ça m'a vraiment mis une claque, et donc la patience est très très important. L'ego aussi, mettre son ego de côté, c'est extrêmement important. C'est un faux ami, il faut vraiment rester low profile et humble. Je pense qu'on a beaucoup plus à en gagner en restant humble. Je pense qu'il faut toujours aussi s'instruire, apprendre, se remettre en question, faut être curieux en fait. Et puis si tu as un objectif en tête, tu vois, se fixer un laps de temps pour y arriver, et se donner les moyens, et y aller avec des petits pas, quoi. Commencer petit, pas voir la montagne tout de suite. Commencer petit et petit, et en fait se créer en fait un calendrier avec des objectifs à atteindre qui soient faisables. Et aussi, là, je pense qu'il y a aussi autre chose, et c'est une question qui revient souvent, c'est comment tu fais financièrement pour ouvrir un hôtel à Bali, c'est impossible, etc. Je pense que mon meilleur conseil, c'est de pas réfléchir si on en a les moyens ou pas, mais de chercher une solution pour trouver comment on peut en avoir les moyens. Ok, d'accord. Tu vois, c'est pas de se dire en fait je peux pas faire ça, c'est pas pour moi ça, je peux pas, impossible. Mais en fait non, enfin tu vois, faut que tu trouves la solution en fait pour trouver un moyen d'avoir cet argent pour pouvoir le faire. Et ça se fait, et en fait si tu veux, c'est juste un état d'esprit, et je pense que ça c'est très très important. Ok, voilà. Ok, super. Bon c'est plus que là c'est toute une série de conseils, mais qui font écho avec beaucoup de ce que les invités précédents ont pu nous dire. Hein, donc c'est super. Merci beaucoup, Stéphanie. Et donc merci à toi, Raphaël. On donne rendez-vous à tout le monde. Aller faire un tour au White Palm Hotel à Bali dès que possible, quoi. On est tous pressés d'y aller. Bali. Merci beaucoup. Salut. Oui, je serais ravie de vous accueillir à White Palm en tout cas. Voilà. Passez une bonne journée. Passez une bonne journée, Raph. Merci. À bientôt. Salut. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!